vais introduire, et puis comme ça permettra, c'est mon lot habituel, aux retardataires de nous rejoindre, sachant que certains viendront peut-être directement pour 14 heures pour entendre l'impétrant. Alors, pour commencer, quelques propos que j'espère pas trop convenus. Je suis Pascal Mariotti de la Coordination. Je voulais remercier donc Nicolas Franck pour son initiative. Il est a priori depuis aujourd'hui chef du pôle centre. Caroline Sella qui nous fait l'honneur et l'amitié de travailler avec nous sur Lyon pour encore quelques mois, depuis quelques temps. Et puis surtout Luc Vignot, puisqu'en fait à l'initiative de Caroline et Nicolas, lui nous fait l'honneur de la primeur de sa tournée métropolitaine, puisque c'est quasiment un one-man show. Et on a pu noter qu'il était attendu dans quelques villes de ce pays. Et puis Julien Dubois, qui est là en voisin et en ami, qui est précieux pour nous tous en particulier, pour réussir les objectifs que nous nous sommes fixés collectivement. Donc je l'en remercie aussi bien sincèrement. Et donc ça fait 2 jours qu'il fait l'aller-retour depuis voilà. Alors c'est vrai qu'on n'a sans doute pas encore réuni aujourd'hui tout le monde. La difficulté quand les inscriptions sont gratuites, c'est que les inscriptions affluent, il en porte un petit peu moins, et puis on verra ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on a eu spontanément énormément de demandes et qu'on a eu beaucoup en refuser. Et c'est dommage, ceux qui peut-être seraient là aujourd'hui s'ils n'avaient pas dit par obligation que ce serait là. Alors, bien entendu que votre présence et l'afflux des demandes, les manifestations d'intérêt sont évidemment à la fois un signe de quelque chose qui est en train de se passer et une motivation supplémentaire pour nous tous, ceux qui sommes ici. Et je fais en sorte de nous convaincre. Alors, quels sont justement nos objectifs, pour parler très simplement, et notre motivation je veux dire qu'au cours des derniers mois, la conviction que je me suis faite quand on discute avec le nouveau délégué ministériel de la santé mentale, pourtant cet exemple-là, tout n'est pas anonyme, c'est qu'on avait 2 leviers majeurs de transformation de la psychiatrie dans la santé mentale. Le sujet, c'est celui-ci, le cheminot. C'était le projet territorial de santé mentale et les personnes concernées, on répète, les personnes concernées en général. Ces 2 leviers, et c'est symptomatique, ils se situent hors institution. On suppose, c'est pour ça qu'on parle de levier qui vont servir à faire bouger les institutions, ce qui n'est pas rien dans notre pays, on ne parle pas de la psychiatrie évidemment, mais que ceci exige au bout du compte que les institutions elles-mêmes se mettent en mouvement et se réforment, y compris dans leur pratique et leur offre de soins. Alors ce qui tombe bien, c'est que quand on parle hors délégué ministériel, si on attend sur le second point, ce point il nous confirme, et quand on considère le PTSM, projet territorial de santé mentale, dans sa phase de diagnostic, et puis maintenant aujourd'hui, quelques acteurs de ce projet dans la salle, la construction, la finalisation de ce projet d'ici l'été, il y a une priorité qui ressort, c'est les pairs. C'est-à-dire qu'en fait, une toute première priorité qui ressort dans un projet qui a la singularité à Lyon d'être complètement centré et porté par les personnes concernées, comme on dit maintenant, c'est que la première priorité qui est la leur, c'est de pouvoir aider les autres, et donc de développer cette compétence-là, les organisations, les modes d'intervention qui vont avec. Et donc le délégué ministériel nous dit un tout petit peu la même chose. Alors bien entendu que tout ceci s'inscrit dans un mouvement dont je pense qu'il est un mouvement de fond beaucoup plus large, qui s'appuie sur la place des usagers et parmi eux l'attention portée et la place, l'importance donnée à l'expérience portée par les patients et aux ressources que l'on constitue. Je parle de patients parce que là on est dans le champ plus général de la santé et de l'hôpital et pas uniquement dans le champ de la psychiatrie, la santé mentale et le handicap psychique. Si je termine en me disant mais où est-ce qu'on en est, quelle est notre ambition plus localement, le constat que je fais quand même dans notre région, et toujours comparativement à d'autres régions, c'est qu'on est plutôt, même si on part de très loin,
bien placés, donc mieux placés, parce que les centres de réhabilitation psychosociale ont quand même fait leur œuvre, et que notamment dans une situation qui est encore un peu désertique, ils sont après tous les seuls et les premiers, ou quasiment les seuls, à employer des peines et en faire entre guillemets bon usage, ce qui paraît un peu instrumental. On sait que dans notre région, et parfois avec des fils conducteurs un peu ténus, on a commencé à investir dans la formation, et ça c'est fondamental. Sans formation, sans qualité du recrutement, sans qualité des orientations, on sait très bien qu'on n'aboutira pas. Et d'ailleurs, parmi les conditions qui sont posées au développement de la pérédance, y compris par les autorités, et pour passer le plafond de verre qui s'impose encore à nous dans ce pays en matière de confiance faite aux patients, aux pairs et à ceux qui les entourent, la question de la qualité de la formation, son excellence même, portée par le recrutement et la sélection des profils pour intervenir auprès des autres, et notamment dans les institutions, dans le contexte français, c'est absolument central. Si on ne le fait pas, on ne passera pas, il faut en être conscient. Et puis sur Lyon, depuis quelques semaines maintenant, on a la confirmation du fonds d'innovation organisationnelle est financée, partiellement certes, mais financée, la plateforme Esther, portée par les pairs eux-mêmes avec notre aide à tous, et qui va pouvoir, sur un autre mode que le salariat direct sur l'hôpital, porter dans la construction de ce nouveau métier directement donc des prestations de pérédance en direction de tout le monde, et notamment nos institutions qui vont devoir s'estimer, s'obliger en quelque sorte à en faire quelque chose. Parce que tout est encore à faire, évidemment. Alors, quant au métier, c'est un dernier mot, on essaie de prendre, depuis nombriliste et égoïste, notre part à cette ambition et à cette nécessité, parce que notre projet médical et d'établissement tout frais, tout neuf, le dit, symboliquement d'ailleurs, dans le projet d'établissement, c'est le projet des usagers qui apparaît en premier, dans l'ordre de la liste en quelque sorte. Ça ne s'est jamais fait comme ça, c'est parfaitement symbolique mais volontaire, de le faire apparaître avant même le projet médical et l'offre de soins et le projet de soins. Ensuite, c'est l'objectif, Nicolas en particulier, de généraliser la réhabilitation psychosociale dans l'ensemble des établissements. C'est encore une marche à monter, c'est pratiquement tous les établissements. Il faut le vouloir, il faut le porter. On est en train de s'en donner les moyens. Évidemment, ceci tout au moins vu par l'institution hospitalière est consubstantiel au développement de la pérédance. La pérédance est un objectif dans l'établissement de développement via les recrutements et via la plateforme Esther dès 2020. C'est un objectif qui est en cours. Comme il s'agit de savoir comment on le met en œuvre, on voit que parmi les premiers indices, parce que ça fait partie des préconisations de ceux qui connaissent, on doit développer, en accord avec les objectifs du projet territorial de santé mentale également, une psychoéducation qui va systématiquement après le père. Nicolas Landy apparaît très juste sur le sujet. La psychoéducation avec ou sans le père, ce n'est pas la même chose, ça ne fait pas les mêmes effets. Et puis, c'est systématiser dans une relation triangulaire patient, père, soignant, le plan de crise conjoint, faire plus dissert sur le sujet, les directives anticipées, avant que la crise intervienne, et pour éviter les mesures privatives de liberté, notamment, ou l'escalade vers des mesures qui ensuite, évidemment, sont plus traumatisantes pour les patients, une fois qu'on vient de parler avec nous. Ce mouvement il est aussi en cours dans l'établissement, notamment pour les centres. L'exemple, c'est aussi celui de la commission des soins infirmiers, pour faire simple, qui s'est réunie en séance de travail pour la première fois hier, elle a été installée il y a quelques semaines, et parmi toutes les thématiques de changement venues de notre voisin des HCL, l'intervenant est présente dans la salle. On a eu la présentation effectivement d'une orientation que l'établissement peut reprendre à son compte, extrêmement ambitieuse en matière de recours à l'expérience patient, de place des patients dans l'ensemble des soins ou des interventions, évidemment via la pérédance. Pour conclure en une dernière phrase, moi je suis intimement convaincu, et c'est à la fois un investissement, une conviction personnelle, parfois un combat collectif, qu'il n'y aura pas de nouveau lunatier si l'établissement vise de nouveau à l'exemplarité, sans donc, le recours à la pérédance, et tout ce que ceci suppose, tout au moins l'augure que je formule. Merci de votre attention.
bonjour à tous. Je remercie beaucoup Pascal Marghetti pour cette introduction qui place bien la péréquance au centre de nos dispositifs et puis les personnes concernées au centre de nos projets, parce que c'est vraiment notre préoccupation, les accompagner vers ce qui leur convient. Effectivement, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, avec en particulier l'un des obstacles à ce que chacun souhaite, le rétablissement. L'un des obstacles qui n'est probablement pas assez pris en compte, c'est la stigmatisation et l'autostigmatisation. Alors cette manifestation, elle fait suite à une après-midi scientifique que nous avons eue le 3 février dernier à l'Université Laval à Québec, nous étions avec Caroline Sellard, Vidéo et quelques autres, sur le pouvoir d'agir. Il nous semblait intéressant de continuer avec ce sujet de stigmatisation aujourd'hui à Lyon, et on est vraiment assez heureux avec Ludovic, et puis que Julien Dubois puisse également intervenir sur ce sujet qui lui tient à cœur, sur laquelle d'ailleurs il fait une thèse de sciences, le troisième cycle extrêmement brillant. Je vous remercie tous les deux d'être là. Alors juste quelques mots d'introduction. Je ne vais pas repartir sur des considérations plus générales, mais juste pour mettre dans le sujet. Stigmatisation, de quoi s'agit-il? Simplement la pensée que les personnes peuvent avoir, enfin les images que les personnes peuvent avoir par rapport à la santé mentale. C'est souvent ça, des choses qui sont plutôt extrêmement négatives, qui sont extrêmement traumatiques, violentes, qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais néanmoins dans la population générale, c'est encore ça. Alors je sais que Luc a vu un de ses films dans l'avion avant-hier, on parlait peut-être un petit peu, je ne sais pas si c'est de ça. En tout cas, ces images extrêmement négatives ont un lien, finalement, extrêmement fort avec le rétablissement, et un lien, bien sûr, négatif. Plus les personnes, vous allez le voir, sont stigmatisées, moins elles ont une capacité à se rétablir, tout simplement parce que d'une part, elles sont mal reçues par la société, et deuxièmement, parce qu'elles s'approprient ces concepts, ces représentations, et qu'elles s'auto-stigmatisent. En s'auto-stigmatisant, on s'interdit, finalement, extrêmement souvent, de voir des gens qui se définissaient par leur trouble, qui disaient je suis schizophrène, évidemment c'est la première chose pour laquelle on va lutter, mais néanmoins ces personnes ont ça en tête. Je suis schizophrène, premier élément, deuxième élément, donc je ne peux pas travailler. Ce qui est totalement faux, on le sait largement, c'est prouvé par plein d'études, mais les personnes arrivent avec ce type de représentation négative qui les empêche d'aller plus loin et qui contribue fortement à des échecs dans leur vie, tout autant que des symptômes de la maladie, des troubles associés comme des troubles cognitifs, des troubles de l'insight, etc. Donc ce sont des dimensions à prendre en compte au premier chef, et ce sont des cibles pour la réhabilitation psychosociale, dont M. Marghetti vient de parler à l'instant. La réhabilitation psychosociale ayant pour objectif de changer la nature des soins, de remettre les personnes au centre de nos prises en charge, de leur permettre de définir elles-mêmes leur parcours de soins pour qu'ils puissent contribuer à la réussite de leur projet de vie. Et donc cette réhabilitation psychosociale, elle est déjà dans des centres spécialisés, qui sont maintenant partout en France, depuis l'instruction des GOS du 16 janvier 2019, qui sont en train de se mettre en place, il y a déjà une cinquantaine, c'est une bonne couverture territoriale, mais malheureusement ça ne permet pas de toucher toutes les personnes qui en ont besoin. La réhabilitation psychosociale, c'est les soins de référence pour toutes les personnes qui ont des psychiques sévères, pour les personnes avec des troubles du spectre de l'autisme, etc., etc. Or, si on concentre ces actions-là dans les centres spécialisés, on va toucher au mieux 5 à 10% de la population. Notre objectif maintenant, c'est de toucher 100% de la population qui en a besoin sur l'établissement de la taille du métier. Ça fait quelques dizaines de milliers de personnes par an, plutôt que 950 au centre référent de réhabilitation psychosociale de Lyon en 2019. C'est l'affiliatif 2019, on part à 27 950. Donc ça fait trop de personnes qui perdent des choses. Donc vous voyez nos objectifs. Donc là, vous avez quelques éléments sur les liens entre stigmatisation et représentation sociale, je viens de parler, je n'insiste pas. En tout cas, vous voyez, en faveur du rétablissement, la déstigmatisation, en défaveur, la stigmatisation. Avec d'autres éléments qui sont cités là, dont j'ai déjà parlé 1000 fois, il ne faut pas insister, j'ai remis ça en deux colonnes pour que ce soit bien clair. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est réduire la colonne de gauche et augmenter le poids de la colonne de droite, bien évidemment. C'est la même chose pour la personne, avec, vous voulez mettez ça. Pour les personnes dont je m'occupe, la partie sombre qui est en elles, qui les empêche d'avancer, qui essaie de prendre de plus en plus de place, qui les pousse à se faire du mal parfois, qui les pousse à ne pas avancer. La partie plus lumineuse de projet, les deux sont en compétition. C'est pareil au niveau de la société. Il faut qu'une image plus positive vienne remplacer l'image négative, stigmatisée, fausse, des personnes qui ont des troubles psychiques. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà agir globalement sur la société, sur l'image de la société. Ça a été fait dans certaines régions, avec des formations pour les journalistes. C'est de France, ou plutôt le Nord-Pas-de-Calais auparavant, qui avait formé tous les journalistes et qui avait eu un impact, très globalement. Mais c'est aussi l'éducation à la santé. Dans certains pays, tout le monde est formé à ce qu'est une dépression. Tout le monde est formé à ce qu'est la schizophrénie.
Ça permet d'avoir une représentation plus positive et surtout de pousser les personnes lesquelles fréquentent vers des soins quand elles en ont besoin, au lieu d'être une représentation mystérieuse, une espèce de tabou qui fait peur et qui est utilisée ensuite pour des choses concrètes. Donc l'éducation à la santé, très largement, améliorer le traitement spécifique dans les médias, mais ça ne suffit pas, il faut aussi agir pour les personnes en leur permettant de réduire l'autostigmatisation. Ça veut dire les informer. Si on informe la population générale, on va informer les personnes, c'est la première chose qui paraît évidente, mais néanmoins, ce n'est pas toujours fait. Les informer, les pousser à s'investir dans une psychoéducation utile, dispensée par des pères aidants, on l'a dit, de manière systématique, puisqu'elle sera de meilleure qualité, plus efficace, elle parlera plus aux personnes qui sont en face. Associer les personnes à la construction de leur projet de soins, et le choix des soins dont elles vont bénéficier. Leur permettre de parler de leurs troubles, leur permettre de faire face à la stigmatisation de certaines victimes, et puis valoriser leur succès. Alors, globalement, si on prend le traitement dans les médias, on peut voir des effets positifs. Quand vous tapez maintenant autisme, schizophrénie sur Internet, sur Google, par exemple, vous ne trouvez pas les images que j'ai mises tout à l'heure. Ça, c'est l'imaginaire populaire. C'est encore très présent, c'est pour ça que je vous les ai mises. Mais si vous tapez sur Internet, il y a déjà un gros travail, vous avez des choses plus positives. Lutter contre les a priori, à gauche pour la schizophrénie, à droite pour l'autisme, enfin au milieu pour l'autisme, en bas à droite pour le trouble bipolaire. Et ce sont des images déjà beaucoup plus positives, parce que le travail de déstigmatisation, en fonction de ceux qui sont le site web, a déjà commencé. Et parce que nous tous, les personnes qui s'intéressent à la santé mentale, communiquons et mettons des éléments sur Internet. Donc je vais laisser la place à Caroline Sénard, qui va nous présenter notre premier orateur. Je suis très heureux d'accueillir Luc Vigneault. Merci Caroline, merci Luc.